de la télévision qui, au cours des dernières années, a mené un combat incroyable contre un cancer du rein incurable. Elle pensait que ces jours étaient venus de son propre choix, d'ailleurs. Elle avait opté pour l'aide médicale à mourir. Ça devait se passer le 27 novembre dernier. Parce que c'était la date qui fitait dans l'agenda de son médecin. On a retenu ça. Et le mien. Et le vôtre aussi. Et puis, c'était avant Noël pour pas que cette date-là devienne aussi, pour vos enfants, la journée où maman est morte. Là. C'est tout ça aussi, Exactement. Lucie. Avant de présenter le docteur, l'hémato-oncologue, le docteur Soulière, qu'on connaît bien, Fred, ça vaut le coup vraiment de lire à Lucie les commentaires d'encouragement. Beaucoup de gens qui en reviennent pas comme moi de votre histoire, Lucie. Les gens sont touchés par votre histoire, Lucie. Là. On vous trouve en forme aussi, c'est beau à voir. Là. Même quand vous êtes entré dans le studio, il y a vraiment un vent d'optimisme qui est né. Puis ça rejoint les auditeurs. Je pense à Mike de Québec qui dit « Wow, c'est vraiment une battante, cette dame. » Alex qui dit « C'est un miracle. » Benoît de Saint-Ligory qui dit « Cette femme est d'un grand courage et chapeau bas, un exemple édifiant de force et d'humanité. Mes pensées, mes prières et mon empathie sont avec elle. Franchement, une femme forte qui mérite notre respect. Faites-lui connaître mon admiration sans borne. » C'est ce qu'on fait. Son témoignage me touche vraiment. Donc, merci Lucie. Merci. Sinon, Mario dit, c'est quoi le nom du traitement? C'est important ce que vous venez de dire. Alors, est-ce qu'on plonge un peu dans le côté scientifique, là? Ben, vous l'avez, le nom? Ou vous préférez que le docteur Soulière, peut-être, je sais pas si c'est au courant. Allez-y donc, c'est quoi, l'avez-vous? Le dernier médicament que je prends s'appelle Cabométix. Cabométix. On l'appelle Cabo. Le Cabo. Entre les intimes. Voilà. On a avec nous donc le docteur Denis Soulière. Bonjour docteur, merci de prendre quelques instants pour réagir au témoignage de Lucie Brunet. Bon, d'abord, le connaissez-vous, le Cabo, le fameux Cabo là, qui vient de lui donner du sursis? Oui, c'est un médicament sur lequel j'ai, pour ma part, beaucoup travaillé en termes de recherche aussi pendant un certain nombre d'années. Donc, oui, c'est un médicament qui est bien connu pour tous ceux qui traitent des gens qui ont un cancer du rein. Wow. L'histoire de Lucie elle est touchante d'abord, mais elle est aussi fascinante. Mais en même temps, est-ce que vous en voyez souvent des cas comme ça, docteur? En fait, je pense qu'il faut dire que vous parlez d'une patiente ici, et je pense que que ce qui est représenté, c'est bien de dire que chacun a une expérience individuelle avec le cancer qui est la sienne et qui est distincte. Les médecins parlent aux patients des possibilités de traitement. On parle avec des résultats qui viennent d'études qui ont été faites sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de patients. Et il est à peu près impossible de pouvoir prédire pour une personne en particulier, voici ce qui va vous arriver avec ce traitement-là. Exact. On le fait avec les meilleures intentions, avec les meilleurs espoirs pour les patients, mais on n'est jamais en mesure de pouvoir prédire quelque chose comme ça. Donc, effectivement, dans un contexte d'un cancer du rein qui était dans une deuxième ligne de traitement, les possibilités sont moindres à ce moment-là que lorsqu'on initie un traitement initialement. Et on peut effectivement dire, vous savez, vous avez tant de chances qu'il puisse y avoir une activité contre le cancer et tant qu'il n'y en ait pas. Et c'est là que ça rentre un peu le jugement de valeur de chacune des personnes, à savoir, est-ce que c'est suffisant pour moi? Est-ce que je veux tenter? Est-ce que je veux continuer à le prendre s'il y a des effets secondaires? Et est-ce que ça devrait me porter à des discussions ou à des décisions différentes en ce qui a trait à la palliation puis à la fin de vie? Oui, j'ai été très intéressée par Anna, et sans doute Lucie aussi, elle l'a lu 2 jours après sa fausse mort, on va le dire de même. Vous avez écrit, docteur Soulière, dans le Journal de Montréal, que vous parliez du chiffre, près de 20% des personnes qui ont le cancer choisissent l'aide médicale à mourir. Et là, vous dites dans votre article, au lieu de... Qui sont prévus, juste pour faire la distinction, pas de toutes celles qui ont un cancer, mais de celles qui... dont le décès est attendu. Là. Oui, voilà, c'est ça. Cancer incurable. Voilà, celles qui savent qu'elles... Vous dites dont le décès était attendu à cause du cancer. C'est ça. Celles à qui on a dit, votre prognostic n'est pas très encourageant. C'est fort possible qu'il vous en reste moins devant que derrière. Bon, il y a près d'une personne sur 5 qui choisit l'aide médicale à mourir. Et donc, vous dites, au lieu de se demander, je vous cite, si ce recours à l'aide médicale à mourir, il y a lieu de se demander si c'est pas finalement une représentation du manque d'importance qui est donné aux soins des patients qui souffrent du cancer. Parce qu'il y a quand même les soins palliatifs qui existent, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de Québécois qui ne choisissent pas les soins palliatifs, qui vont plutôt choisir l'aide médicale à mourir. C'est quand même c'est autre chose, là. Comment vous expliquez ça? Mais en fait,
On sait quand même que la plupart des patients qui optent pour l'aide médicale à mourir sont aussi connus par des gens de soins palliatifs et profitent de soins palliatifs. Ouais. Donc, il ne faut pas que ce soit perçu comme étant l'un ou l'autre, un peu comme ça a été présenté par madame ici, là. Mais qu'effectivement, pour bon nombre de gens, la décision n'est pas de laisser simplement libre cours à la maladie puis de décéder des faits de la maladie et des soins de confort qui sont donnés, mais de décéder carrément par l'aide médicale à mourir. Donc, c'est un phénomène qui a vraiment pris beaucoup d'importance socialement, médicalement, au cours des 10 dernières années. Je me souviens à peu près 10 ans quand, pour ma part, j'avais la première demande d'aide médicale à mourir par un patient. C'était quelque chose d'un peu exceptionnel. Ça l'était beaucoup moins au cours des dernières années que de voir cette demande-là émerger de la part des patients. Mais vous dites aussi, l'aide médicale à mourir, docteur, doit demeurer une option. Ça ne doit pas être une norme par dépit, parce qu'on se sent tout seul ou pas aidé. Et vous dites, on n'a pas au Québec en ce moment un plan national pour organiser les soins oncologiques. Ça n'existe tout simplement pas. C'est ce que vous écrivez. Effectivement. Donc, on n'a pas de schéma d'hiérarchie de soins. On n'a pas une impression dans le système de santé que l'on est en mesure pour toute personne qui a le cancer, d'offrir tous les éléments qui sont nécessaires pour la prise en charge. Vous savez, il y a depuis bien des années des études qui ont démontré que lorsque l'on sait qu'une personne a un cancer incurable, si en même temps qu'on initie des traitements actifs, comme par exemple le cabozantinib, là, ça c'est le vrai nom, c'est cabozantinib, et si en même temps on initie des soins de palliation par des gens qui font le suivi concordant avec ça, ben, on offre une meilleure qualité de vie globalement aux gens et une plus grande durée de vie aussi. Alors qu'on sait que pour bien des patients que l'on traite au Québec, les soins palliatifs sont souvent restreints dans les dernières semaines, voire les derniers mois de vie, plutôt que de les initier plus précocement. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, là, mais c'est souvent la norme, que plusieurs patients ne seront pas pris en charge avant les dernières semaines de vie seulement. Exactement. Et ça, vous dites, il faut repenser ça, là, dans le fond. Et c'est pour ça que les gens, quand ils entendent soins palliatifs, ils se disent, mon Dieu, je suis à moitié mort, là, c'est ça, là, c'est le signal. Alors que vous dites, au contraire, ça devrait être beaucoup plus tôt dans tous les soins qu'on reçoit. Tout à fait. Et quand on parle donc de ce que je parlais là, de soins qui sont cohérents, qu'on offre tout pour les patients, qu'on a une planification des soins, ben, ça doit aussi tenir en compte que l'on peut offrir non seulement les traitements, mais aussi des soins de palliation, des mesures pour faire en sorte que les gens sont adéquatement pris en charge, que l'on voit leur qualité de vie. Vous savez, la qualité de vie, c'est une chose que l'on peut mesurer dans des études. Hein. Il y a des critères qui nous permettent d'évaluer la qualité de vie des gens, mais derrière le mot qualité de vie, il y a aussi des valeurs personnelles de ce qu'est une qualité de vie. Et les critères de l'un ne sont pas nécessairement les critères de l'autre, et qu'il faut qu'on soit non seulement en mesure d'offrir des soins qui sont un peu similaires, mais qui sont aussi adaptables pour chaque personne, compte tenu de ces valeurs-là qui diffèrent d'une personne à l'autre. Docteur Denis Soulière, hémato-oncologue, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Lucie Brunet, on fait quoi du reste de sa vie, Lucie? Ben, on profite. Il y a comme, dans mon cas, une espèce de relâchement. C'est-à-dire que j'y pense plus. C'est vrai? J'ai arrêté de faire des boîtes, premièrement. J'ai arrêté de donner mes affaires. Et ça, c'est une bonne chose. Je sais pas. Je prends les jours, je les compte. Là, comme là, j'ai compté, ça fait 8 jours. Je sais que je vais passer Noël. Tu sais, je sais pas dans la durée, parce qu'il faut savoir que le carcinome rénal, c'est une maladie incurable, que l'espérance de vie est autour de 5 ans. Donc là, je suis rendue à 3 ans et demi. Moi, déjà, si je rattrape mon 1 an et demi que j'avais focusé au début, parce qu'on me l'a enlevé au mois d'août en me disant, là, c'est comme presque terminé. Vous allez être heureuse. Je vais être contente, puis je vais être prête. Je vais être prête parce que j'ai tout fait la paperasse aussi. C'est compliqué mourir. Oui, là, parce que là, vous avez une maison, il faut les papiers, la succession et tout. Là. Tout voir avec les enfants, puis avec mon conjoint. Tout régler et puis décider comment on veut. Moi, j'ai même organisé ma cérémonie, là. Je suis allée jusque dans les détails. J'ai ma liste d'invités. Je suis prête. Fait que c'est des semaines, des mois, puis c'est le 1 an et demi, ben je vais le prendre et puis je vais juste en profiter.
Lucie, merci infiniment pour Merci ce de partager témoignage. ça avec nous, vraiment, là, c'est Vraiment, inspirant. oui, on prend ça comme un cadeau, comme chacune des journées que vous avez en bonus. Oui, puis est-ce que je peux avoir un petit mot de la fin? Oui, allez-y. Je veux absolument parler de l'importance de la recherche. Oui. Parce que le carcinome, il y a 12 ans, quand on l'avait, on mourait dans l'année du diagnostic. Si j'ai pu me rendre jusque-là, c'est grâce à l'immunothérapie. Oui. Et ce médicament-là aussi. Alors, on voit souvent des levées de fonds, c'est une marche dans le désert, escalader une montagne. Le docteur Motard à l'hôpital Maisonneuve, heureusement, organise un spectacle d'humour à chaque année pour ramasser des sous pour la recherche. Fait que vous dites aux gens, si vous avez l'occasion, donnez. Le cancer, c'est ton frère, ton voisin et peut-être toi dans quelques années. Ouais. Donc, c'est un bon investissement. Complètement. Lucie, on prendra de vos nouvelles. Je vous souhaite d'ici là de passer un joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup de vous être déplacée. Lucie Brunet. Wow. Merveilleux. Incroyable.